Voilà, moi qui suis devant vous, c'est le professeur Koulkati Julien. Je suis présentement chargé de mission au cabinet du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, mais ce n'est pas dans le cadre du cabinet que je suis là ce soir. Ce soir, je suis là à titre privé pour m'entretenir avec vous sur une thématique qui est plus que d'actualité, à savoir le diabète. Et ça, il est question donc du diabète sucré, à la différence du diabète non sucré, pour lequel on dit souvent le diabète non insulinodépendant. Donc tout ce que nous allons dire cet après-midi en rapport avec le diabète sucré est en rapport avec l'insuline. Donc le diabète insulinodépendant. Pourquoi le choix du diabète? Parce que le diabète sucré s'est hissé au premier rang des maladies les plus répandues au monde. Au cours des 35 dernières années, le nombre de cas de diabète a quintuplé dans le monde industrialisé. Dans le monde industrialisé, et j'insiste là-dessus parce que vous verrez que c'est l'industrialisation qui est le facteur prédominant pour l'accroissement donc de cette pathologie. La croissance rapide de la prévalence du diabète sucré en Afrique subsaharienne constitue un problème de santé publique. Aujourd'hui, le diabète sucré est un problème de santé publique au Burkina Faso. L'OMS estime qu'à l'horizon 2025, l'augmentation la plus significative de la prévalence du diabète sera enregistrée dans les pays en développement. Ceci devrait abriter 75% des patients diabétiques du monde. Et dans les régions d'Afrique, la prévalence se situe entre 3 et 20% selon les enquêtes faites de l'OMS. Au Burkina, la prévalence du diabète sucré est de 4,9% au plan national, mais 13,9% en milieu urbain. Vous comprendrez pourquoi le diabète est beaucoup plus, et une prévalence beaucoup plus élevée en milieu urbain qu'en milieu rural. À l'instar donc du milieu urbain, le monde rural est confronté au changement de mode de vie. Effectivement, quand vous regardez, vous observez un peu, vous rendez compte que avant le diabète n'avait pas le droit de citer dans les milieux, dans les zones rurales. Tout simplement parce que ces zones-là n'étaient pas industrialisées, parce que tout simplement ces zones-là continuaient à bénéficier de tout ce qui est bio par rapport au milieu urbain où nous allons revenir, tout est pratiquement dénaturé. Outre donc ces complications métaboliques et les amputations des membres inférieurs, le diabète est un facteur de risque cardiovasculaire majeur et peut entraîner une cécité et une insuffisance rénale. Donc quand on parle du diabète, on parle de cécité et d'insuffisance rénale. C'est des pathologies qui sont associées. C'est le diabète qui cause la cécité et l'insuffisance rénale. Souvent, il y a des gens qui, quand vous allez à l'hôpital, on va dire non, il est au niveau de la néphro pour insuffisance rénale, alors qu'en fait, le fond de cette insuffisance rénale-là, c'est le diabète. Encore faut-il le savoir. 95% des cancers sont insulino-like. Qu'est-ce que ça dit? Ça veut dire que, pour parler terre à terre, ça veut dire que le sucre est le carburant des cancers. Donc c'est un gros motif pour lequel nous parlons de diabète cet après-midi. 95% des cancers sont insulino-like. Le cancer évolue en mode tueur silencieux. Mode tueur silencieux. Le cancer vous tue à petit feu. C'est une maladie chronique qui s'installe, qui se développe durant des années et des années, et lorsque il se déclenche, il n'y a plus de possibilité de
guérison par la voie traditionnelle médicamenteuse. Je reviendrai là-dessus. Et enfin, la raison pour laquelle nous traitons cet après-midi du diabète, c'est le rôle prépondérant des antioxydants, notamment le bidon jaune et ses dérivés dans le rôle du mode de vie sain. Voilà les raisons pour lesquelles nous avons choisi donc de traiter le diabète cet après-midi. Plan de présentation pour cette conférence. Dans un premier temps, je vais faire un rappel rapide sur le diabète sucré. Pour certaines personnes, ça va être un rappel, peut-être pour d'autres, ça va être une connaissance nouvelle. Ensuite, je vais parler du syndrome X, le style de vie sain, et enfin, la CAT, c'est-à-dire la conduite à tenir face à un diabète. Voilà donc le plan donc de présentation de cette conférence-là. Le diabète, je le disais tantôt, c'est une maladie chronique. Autrement dit, une maladie qui se développe au fil du temps. Ça peut mettre 10 ans, 15 ans, 20 ans avant de se déclarer. Et c'est la raison pour laquelle on parle de maladie chronique. À la différence des maladies aiguës qui évoluent de manière rapide et qui, dans un laps de temps très court, vous amène soit à la guérison ou alors à la mort. Définition du diabète. Le diabète est défini chez tout sujet ayant une glycémie casuelle, autrement dit une glycémie à n'importe quel moment supérieure à 2 grammes par litre ou une glycémie à jeun supérieure ou égale à 1,26 grammes par litre. Et ça, à 2 contrôles d'une semaine d'intervalle. Il ne s'agit pas de faire un examen tout de suite, un test de glycémie, et dire tout de suite la personne a le diabète. C'est pas comme ça marche. Il faut faire 2 contrôles à une semaine d'intervalle, et si ces 2 contrôles-là vous indiquent des taux élevés de glycémie, en ce moment, vous pourrez dire que la personne est diabétique. Les différents types de diabète. Quels sont les différents types de diabète? Je rappelle que tout ça, c'est des rappels. Hein? Ce n'est pas ça qui nous focalise. Dans le type 1, le diabète de type 2, le prédiabète, ça c'est très important. S'il y a quelque chose à retenir ce soir, ce serait autour donc, du prédiabète. Il faudrait vraiment prêter attention à ça. Vous avez le diabète gestationnel, donc c'est le diabète de la grossesse. Et les autres types de diabète, ce sont les diabètes secondaires. Le type de diabète, le type 1, qui constitue 5 à 10% de l'ensemble des cas de diabète connus au monde. 5 à 10%. Et ça, ce type 1-là, on l'appelle le diabète juvénile, qui est une maladie auto-immune. Maladie auto-immune dans ce sens que ce sont les anticorps, en fait, de l'enfant, parce que très souvent, c'est avant 30 ans, ce sont ces anticorps, ces propres anticorps, qui s'attaquent aux cellules des îlots de Langerhans du pancréas qui sont chargés donc de sécréter l'insuline. Et c'est la raison pour laquelle on dit que c'est une maladie auto-immune. Et dans ces cas-là, très souvent, les causes sont inconnues à ce jour. Mais les cellules bêta qui produisent l'insuline dans le pancréas seraient détruites par le système immunitaire du patient. Donc, raison pour laquelle nous parlons donc de maladie auto-immune. C'est les anticorps de l'individu qui détruisent les cellules des îlots de Langerhans qui produisent donc l'insuline. Les causes sont méconnues, comme je l'ai dit tantôt, mais la symptomatologie au niveau du diabète est toujours la même, que ce soit du type 1, du type 2 ou du type 3. Vous verrez toujours, c'est la polyurie. Polyurie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on boit beaucoup, on urine beaucoup et on perd du poids. Donc, polyurie, polydipsie, perte de poids. C'est ça la symptomatologie qui caractérise donc ce diabète de type 1. Et vous verrez que ça va être la même symptomatologie pour le reste des diabètes. Le diabète de type 2,
fréquente et elle représente 85 à 90% des cas sur des sujets de plus de 40 ans. Précédemment, je parlais donc des sujets juvéniles avant 30 ans pour ces cas de diabète. Ici, je vous parle donc des sujets beaucoup plus âgés de plus de 40 ans. Donc là, il est question, alors qu'au niveau du diabète juvénile, vous n'aviez aucune production d'insuline par les cellules du pancréas, ici, au niveau du diabète de type 2, vous avez une insuffisance de production d'insuline, où les cellules présentent une résistance à l'insuline. Donc ça veut dire que les cellules produisent de l'insuline, mais la quantité d'insuline produite par les cellules est insuffisante pour réguler le taux élevé de sucre dans le sang. Donc augmentation anormale donc de glucose dans le sang chez les diabétiques de type 2. Bien que touchant que les adultes, et c'est là où c'est inquiétant, le nombre des cas diagnostiqués chez les enfants et les adolescents est en hausse. Avant, on ne connaissait pas ce type de diabète-là chez les adolescents et les enfants. Et depuis un certain temps, on observe une augmentation très importante de ces cas de diabète-là maintenant chez les enfants. Autrement dit, ce ne sont plus les adultes qui sont victimes de ce type de diabète, mais aujourd'hui, en plus des adultes, vous avez les adolescents et les enfants. Et c'est là où c'est très préoccupant. Les facteurs de risque étant le surplus de poids, donc accumulation de graisse autour de l'abdomen, faible niveau d'activité physique, ceux qui ne bougent pas trop, ceux qui ne font aucun effort physique, pas de sport. Durant toute la semaine, on mange et on mange beaucoup gras, on mange sucré, et durant toute la semaine, on ne fait aucune activité physique. Les mauvaises habitudes alimentaires, l'hypertension artérielle, l'hérédité et l'origine ethnique. La symptomatologie se résume, c'est la même chose, à la soif, la perte de poids et l'abondance des urines. C'est ce que je disais. C'est la même symptomatologie au niveau des trois types de diabète. Juvénile, type 2 et le prédiabète. Donc c'est toujours la même chose. Vous allez voir, quand vous constatez quelqu'un qui boit beaucoup, qui urine beaucoup et qui perd du poids, il faut penser au diabète. Malheureusement, ces symptômes ne sont pas toujours évidents. C'est là où la question, c'est là où le bas blesse. Ce qui explique pourquoi le diabète sucré de type 2 peut passer inaperçu pendant plusieurs mois, voire des années avant d'être diagnostiqué. D'où son surnom de tueur silencieux. C'est un tueur silencieux. Il vous tue, il nous tue à petit feu. Parce que tout simplement, il n'y a pas de symptômes évidents dès les premiers instants. Heureusement, le fait de manger sainement, de bouger et de bien gérer son stress, de prendre ses médicaments. Mais moi je dirais, et vous allez convenir avec moi d'ici la fin, de prendre ces antioxydants assurément aide à réguler la glycémie, ainsi à contrôler donc la maladie. Donc, bien gérer le stress, manger sainement, bouger, prendre ces antioxydants aide à réguler la glycémie, ainsi donc à contrôler la maladie. D'où l'importance de faire le suivi de sa glycémie régulièrement. Pour faire le suivi de la glycémie régulièrement, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez faire un test de glycémie à jeun. Et quand on dit de faire un test de glycémie à jeun, vous devez être à jeun depuis 20 heures la veille
pour pouvoir le lendemain aller dans un laboratoire et faire une prise de sang pour faire votre test de glycémie. Il me plaît ici de dire aussi que lorsque vous allez dans les laboratoires, il faut choisir des laboratoires sérieux où vous allez faire vos tests de glycémie. Il est évident que si vous allez dans les laboratoires qui donnent des résultats tels que là, qui tombe enceinte, je ne sais pas si ce résultat que vous allez m'envoyer pour interprétation, je puisse accepter ces résultats-là. Parce que là, il ne peut jamais tomber enceinte. Vous convenez avec moi? Ça veut dire qu'il y a eu à ce niveau, dans ce laboratoire, il n'y a pas eu de sérieux dans le suivi, dans l'étiquetage des échantillons qui sont venus, parce qu'on a dû mélanger dans le petit pot qui contient les urines de l'AGI qui est venu pour faire un SCBU, et la bonne dame qui est venue avec le même pot et la même quantité d'urine pour faire un test de grossesse. Donc vous voyez, quand vous avez affaire à ce genre de laboratoire, le sérieux n'y est pas. Ensuite, nous avons ce que nous appelons le prédiabète. Cette condition, que l'on nomme aussi diminution à la tolérance de glucose ou anomalie de la glycémie à jeun, se manifeste par un taux de glucose sanguin plus élevé que la normale, mais inférieur au taux permettant de poser un diagnostic de diabète de type 2. Ça veut dire que vous êtes dans une fourchette entre la valeur normale de la glycémie à jeun et la limite inférieure de la valeur du diabète de type 2. Vous êtes à fourchette entre les deux. On ne peut pas dire que votre taux de glycémie est normal parce que ça a légèrement augmenté. On ne peut pas non plus dire que vous avez atteint un seuil où on peut dire que vous êtes atteint de diabète de type 2. Donc c'est là la phase donc de prédiabète. En effet, près de la moitié des personnes qui en sont atteintes développeront la maladie au cours de leur vie si des conditions, si des actions concrètes ne sont pas posées à court terme, car en mangeant mieux, en bougeant plus, en perdant du poids et en cessant de fumer, bref, en changeant ses habitudes de vie, on peut parvenir ou du moins retarder l'apparition du diabète. Donc, modification du style de vie, on y reviendra. Toujours pour le prédiabète, quels sont les facteurs, les causes du prédiabète? L'hérédité et l'obésité abdominale sont les deux multiples facteurs de risque pouvant amener au développement du prédiabète. Donc la première cause c'est l'hérédité, la seconde c'est l'obésité abdominale. Donc vous voyez des gens qui prennent la bonne foi, etc., qui ont du surplus de poids autour du ventre, ce qu'on appelle l'obésité tronculaire. Ces gens sont prédisposés à faire donc le prédiabète. Ensuite, la symptomatologie du prédiabète s'accompagne rarement de symptômes évidents, mais peut être détecté lors d'un bilan de santé. C'est difficile de poser avec certitude, sur la base de l'observance uniquement des symptômes de la phase prédiabétique, de dire un tel patient est en train de faire un prédiabète, à part l'établissement d'un bilan de santé. Maintenant, l'avant-dernier type, parce que je vous rappelle que jusqu'à présent, je suis en train de faire le rappel des différents types de diabète, c'est le diabète gestationnel, donc le diabète de la grossesse. Le diabète de la grossesse concerne 3 à 20% des femmes enceintes. Donc quand vous prenez dans une population donnée, une population communautaire,
Ce diabète donc gestationnel touche 3 à 20% des femmes enceintes. Ça veut dire que 20% des femmes qui sont enceintes feront donc le diabète gestationnel. Ce sont les hormones sécrétées justement par le placenta qui sont responsables du diabète de grossesse, puisqu'elles viennent augmenter la résistance à l'insuline des cellules bêta à l'action de l'insuline. Chez certaines femmes, le pancréas ne parvient pas à sécréter suffisamment d'insuline pour contrebalancer l'effet de ces hormones, ce qui entraîne donc une hyperglycémie puis un diabète. L'augmentation de la glycémie survient vers la fin du deuxième trimestre de grossesse. Deuxième trimestre de grossesse, on a quel mois? 6e mois. Donc c'est vers la fin du 6e mois que vous devez supplémenter ces femmes en grossesse en antioxydants pour pallier à cette éventualité. Donc, 6e mois de grossesse, notez bien. Donc, bien que la maladie disparaisse après l'accouchement, dans 90% des cas, la nouvelle maman présente désormais un risque élevé de développer un diabète de type 2 dans les années à venir. C'est vrai qu'après l'accouchement, dans 90% des cas, ce diabète-là disparaît puisqu'il est lié à une cause qui a un rapport donc avec la grossesse. Donc, dans 90%, après l'accouchement, ce diabète-là disparaît. Mais il reste entendu que la maman peut, dans les années à venir, refaire ce type de diabète-là. Quelles sont les causes, les facteurs de risque? Vous avez les femmes les plus à risque de développer un diabète gestationnel, possèdent généralement un ou plusieurs de ces symptômes-là. C'est des femmes qui ont plus de 35 ans. Elles ont un surplus de poids. Ont des membres de la famille atteints de diabète de type 2, ont une grossesse multiple, donc ce sont des multipares, ce n'est pas des primipares, ont déjà accouché d'un bébé de plus de 4 kilos. Donc les femmes qui sont prédisposées à faire ce type de diabète ont déjà accouché d'un bébé de plus de 4 kilos. C'est vrai, les gens, nous sommes friands quand une femme accouche, on demande le poids, elle a 4 kilos, oh c'est bien. Mais c'est aussi des facteurs de risque. Ont déjà développé un diabète gestationnel lors d'une grossesse précédente, ont eu des taux de sucre anormalement élevés dans le passé, font partie d'un groupe ethnique à haut risque de diabète, prennent un médicament à base de cortisone de façon régulière. Oui, la cortisone. Parce que même pour certains médicaments qui contiennent la cortisone, quand vous les observez, vous les prenez de manière régulière, ça vous prédispose justement à faire donc, un diabète gestationnel. Donc la cortisone. Je ne parle pas non plus de nos sœurs qui ont cette prétention à vouloir se dépigmenter, parce que souvent aussi c'est à base de cortisone. Je parle ça sous le contrôle du professeur. Donc tout ça c'est des facteurs de risque. Donc souvent c'est des femmes aussi qui souffrent du syndrome des ovaires polykystiques. Donc les femmes qui ont des ovaires polykystiques sont sujettes à un diabète gestationnel. Fort heureusement que le diagnostic gestationnel n'augmente pas les risques de malformation ou des chances que le bébé naisse avec le diabète. Donc ce n'est pas parce que la maman fait un diabète gestationnel que l'enfant qui va naître avec un diabète. Non. Certaines complications sont toutefois possibles pour le bébé, notamment le fait d'avoir un poids supérieur à la moyenne, plus de 4 kg, je vous parlais tantôt, ou de présenter une hypoglycémie à la naissance. Or, un diagnostic gestationnel bien contrôlé permet de réduire grandement les risques de ces complications, ne surviennent.
il n'est pas évident de déceler les symptômes du diagnostic gestationnel, puisqu'il s'agit de symptômes couramment rencontrés durant la grossesse. Il s'agit de quoi? De la fatigue, de la soif, de l'augmentation de la fréquence des urines et des maux de tête. C'est ce que la plupart des femmes, quand elles sont en grossesse, ont comme symptômes. Or, c'est les mêmes symptômes au niveau donc, du diagnostic du diabète de gestation. Donc, vous voyez comment c'est un peu imbriqué et que c'est difficile de détecter si des examens appropriés ne sont pas demandés. Autre type de diabète, bon là je vais aller rapidement, sont les diabètes secondaires, à des maladies telles que les infections virales, le diabète secondaire à la prise de certains médicaments qui peuvent être les glucocorticoïdes, les anticancers, les antiépileptiques, l'hypertension, le traitement de l'hypothyroïdie. Donc ça c'est le rappel que je vous faisais tout à l'heure par rapport au diabète. Je disais donc qu'il y avait 3 types de diabète, 4 types même vous voulez, juvénile, type 2, prédiabète, grossesse et secondaire. Maintenant, pour la suite, je vais vous parler de l'histoire de Job. Ok, il n'a pas comme professeur Koudjati. Il m'a ton dire na environné mora milita yiba. Ya na yilenti ne mi sumwa ba fa gili pa na fa ne tumli